Un monde ancien ayant duré plus de 290 millions d'années, d'environ 540 et 1 à 252 millions d'années, est connu des scientifiques sous le nom d'ère paléozoïque. Il s'agissait du premier grand chapitre de la vie complexe sur notre planète. Tout a commencé dans les océans durant la période cambrienne, il y a environ 540 et 1 million d'années. En quelques dizaines de millions d'années, la plupart des grands groupes animaux que nous connaissons aujourd'hui sont apparus des arthropodes et des mollusques jusqu'aux tout premiers vertébrés primitifs. Avec le temps, les plantes se sont répandues sur les continents pour la première fois, formant de vastes forêts anciennes, et des formes de vie géantes sont apparues. Des insectes avec des envergures atteignant près de 70 cm, tandis que les premiers amphibiens et reptiles primitifs ont commencé à dominer les continents. Mais l'ère paléozoïque s'est achevée par la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre. L'extinction Permien-Trias a anéanti plus de 90% de la vie marine et environ 70% des espèces terrestres, ouvrant la voie à une nouvelle ère. C'est l'histoire de la vie avant les dinosaures. Une histoire qui a façonné le destin de tous les organismes qui ont suivi. Et ce voyage ne faisait que commencer. Entre environ 541 et 530 millions d'années, la Terre est sortie de l'une des périodes les plus sévères de son histoire. La planète venait d'échapper à de longues périodes glaciaires mondiales. Lorsque la glace recouvrait une grande partie de la surface, les océans étaient emprisonnés sous d'épaisses couches gelées et la vie était confinée dans les refuges les plus fragiles imaginables. À cette époque, l'atmosphère contenait moins de 10% d'oxygène, soit moins de la moitié du niveau actuel. Cela signifiait que si un humain moderne y était soudainement placé, il serait incapable de respirer. Pourtant, c'est dans cette atmosphère pauvre en oxygène que la vie a appris à survivre. À mesure que la période de gel profond prenait fin, les océans ont lentement commencé à se réchauffer, transportant d'énormes quantités de minéraux, dissous libérés par la fonte des glaces et l'altération intense de la croûte terrestre. L'eau de mer n'était pas d'un bleu clair comme aujourd'hui, mais riche en fer, en phosphore et en oligo-éléments. Sur les continents, la Terre était presque totalement stérile. Il n'y avait ni plantes ni végétation pour stabiliser le sol. Les surfaces continentales étaient des roches exposées, érodées par le vent, de faibles pluies acides et le rayonnement solaire direct. Chaque pluie entraînait des minéraux des continents vers les océans, nourrissant silencieusement la vie dans les profondeurs. La plupart des organismes existaient sous forme de micro-organismes et de formes de vie unicellulaires, vivant dans les sédiments du fond marin, autour des sources hydrothermales ou dans des eaux peu profondes riches en nutriments. Ils n'avaient ni yeux, ni squelette, ni comportement prédateur complexe. Dans l'obscurité du fond océanique, les bactéries photosynthétiques, en particulier les cyanobactéries, continuaient de produire de l'oxygène comme un
déchets biologiques, modifiant lentement la chimie des océans et de l'atmosphère. Les niveaux d'oxygène dissous ont progressivement augmenté, permettant des réactions métaboliques plus efficaces et fournissant davantage d'énergie à partir de chaque molécule de nourriture. Sous les sédiments du fond marin, des organismes multicellulaires primitifs existaient peu, êtres déjà, mais ils étaient petits, à corps mou et peu susceptibles de laisser des traces fossiles claires. La Terre du Paléozoïque précoce n'était donc pas un paradis, mais un vaste laboratoire où la nature testait sans relâche les limites de la matière vivante. Les organismes ne se contentaient plus de survivre, mais commençaient à concevoir des corps, à entrer en compétition, à chasser et à percevoir le monde à travers les premiers sens. Ce fut le moment où la Terre, sortant de la glace, est entrée dans un nouveau chapitre, l'explosion cambrienne. Il y a environ 538 millions d'années, la Terre est entrée dans un moment rare que l'histoire biologique ne connaîtrait qu'une seule fois. Sur une période de 20 à 25 millions d'années, la vie ne s'est pas seulement multipliée, elle a transformé la nature même de son existence. C'est à ce moment que les organismes n'étaient plus simplement des amas de cellules existants pour survivre, mais ont commencé à adopter des formes, des fonctions, des stratégies de survie et même une certaine compétition. Plus de 80% des embranchements animaux modernes sont apparus durant cette période. L'un des changements les plus profonds fut l'émergence de systèmes sensoriels. Des yeux composés capables de détecter le mouvement et la forme sont apparus pour la première fois. Grâce à une photosynthèse prolongée durant les ères précédentes, l'oxygène dissous dans les océans et l'oxygène atmosphérique ont atteint des niveaux suffisants pour soutenir un métabolisme à haute efficacité. Cela a permis aux organismes de produire plus d'énergie, de maintenir des tissus plus volumineux, de développer des systèmes nerveux plus complexes et d'adopter des comportements énergivores tels que la chasse ou la fuite. La plupart des organismes cambriens mesuraient moins de 1,5 m. Pourtant, leur diversité dépassait largement tout ce qui avait été observé auparavant. Les premiers récifs biologiques, formés par les archéocyates, sont apparus dans les mers peu profondes, offrant abri, source de nourriture et espace d'interaction. Cela a marqué la première fois sur Terre que la vie n'existait pas seulement de manière isolée, mais sous forme de communautés interconnectées. Dans le schiste de Burgess au Canada, daté d'environ 508 millions d'années, des milliers de fossiles ont été préservés avec un niveau de détail extraordinaire, y compris des tissus mous. Pourquoi le Cambrien s'est-il produit à ce moment précis et non plus tôt ou plus tard? L'oxygène était une condition nécessaire, mais probablement pas suffisante. Et à mesure que le Cambrien touchait à sa fin, les océans sont entrés dans une nouvelle ère, définie par des organismes plus diversifiés, plus grands,
plus robustes et plus spécialisés, il s'agissait de la période ordovicienne, une ère de prospérité, mais aussi où le coût de la complexité a commencé à se révéler. Entre environ 485 et 444 millions d'années, la Terre est entrée dans une période qui semblait plus stable après les bouleversements intenses du Cambrien. Sous la surface, les océans devenaient les écosystèmes les plus complexes que la planète ait jamais produits jusqu'alors. Les niveaux marins durant l'Ordovicien étaient extrêmement élevés, car la plupart des continents étaient bas et largement submergés. De vastes mers peu profondes couvraient des millions de kilomètres carrés, créant des conditions idéales pour le développement de la vie. La lumière du soleil pénétrait profondément dans la colonne d'eau. Les courants répartissaient les nutriments de manière homogène et les niveaux d'oxygène dissous restaient suffisamment élevés pour soutenir des organismes à métabolisme complexe. Les océans ordoviciens ressemblaient ainsi à une ville biologique densément peuplée où la vie occupait presque toutes les niches disponibles. Ils sont devenus les centres des écosystèmes marins où les brachiopodes, les crinoïdes et les mollusques à coquilles prospéraient en concentration dense. Les coquilles minéralisées n'étaient pas seulement une armure protectrice, mais aussi le signe que la vie était devenue suffisamment stable sur le plan énergétique pour investir dans des structures rigides et coûteuses en ressources. Les océans de l'Ordovicien ont commencé à prendre une forme plus familière, un monde avec un fond marin, des couches intermédiaires et des zones supérieures, chacune abritant des communautés biologiques distinctes. Au sommet de cet écosystème se trouvaient d'anciens céphalopodes, les prédateurs dominants des mers ordoviciennes, des formes telles que les endocérides, et en particulier Cameroceras, pouvaient dépasser 9 mètres de longueur, ce qui en faisait les plus grands prédateurs de la planète à cette époque. Dotés de longues coquilles droites, de corps mous flexibles et de la capacité de réguler leur flottabilité, ils se déplaçaient efficacement dans la colonne d'eau et chassaient depuis les hauteurs. La domination des céphalopodes révélait une règle claire. À mesure que les écosystèmes deviennent plus riches, la taille et la spécialisation deviennent des avantages. Sous ces prédateurs géants, des organismes tels que les euryptérides scorpions de mer ont commencé à se diversifier. Certaines espèces, comme Megalograptus oyuensis, atteignaient environ 80 cm de long et étaient des prédateurs agiles dans les eaux peu profondes et le long du fond marin. Vers la fin de la période ordovicienne, la Terre a connu une extinction de masse majeure qui a éliminé environ 80 à 85% de la vie marine. La cause en fut une cascade de changements climatiques globaux. À mesure que les continents dérivaient vers le pôle sud, une période glaciaire s'est formée, piégeant d'énormes quantités d'eau de mer dans la glace. La baisse du niveau de la mer n'a pas seulement détruit des habitats, mais a également perturbé l'équilibre en oxygène des océans. La mort s'est propagée parce que les changements se sont produits trop rapidement
pour qu'un écosystème habitué à l'abondance puisse s'adapter. Des cendres de l'Ordovicien, la Terre s'est préparée à entrer dans un nouveau chapitre, un chapitre dans lequel la vie ne se contenterait pas de se rétablir, mais pour la première fois tournerait son regard vers la Terre. C'était la période silurienne, lorsque la Terre a commencé à respirer à travers ses continents et que la vie s'est préparée à franchir son étape la plus audacieuse, quitter les océans. Entre environ 444 et 419 millions d'années, après l'Ordovicien, le climat global est devenu plus stable, le niveau de la mer s'est progressivement rétabli et les océans ont retrouvé leur équilibre en oxygène. Mais le changement déterminant du Silurien s'est produit sur les continents. Durant cette période, le changement a commencé avec de petits organismes discrets dont l'impact allait s'avérer géologiquement profond. Cooksonia, la plus ancienne plante vasculaire connue, est apparue vers le milieu du Silurien, ne mesurant que quelques centimètres de hauteur, sans feuilles ni véritables racines. Cooksonia semblait si simple qu'il était facile de la négliger. Pourtant, elle a accompli quelque chose qu'aucun organisme avant elle n'avait réalisé: le transport contrôlé de l'eau et des nutriments au sein d'un corps vivant sur la terre ferme. Aux côtés des plantes, les champignons ont joué un rôle crucial. Ils ne vivaient pas seulement en symbiose avec les jeunes plantes, mais décomposaient activement la roche, libérant des minéraux et initiant les premiers cycles de nutriments sur Terre. En conséquence, les continents siluriens n'étaient plus totalement silencieux, mais ont commencé à accueillir des processus biologiques primitifs, lents, fragiles, mais persistants. Les premiers arthropodes, lointains parents des insectes et des araignées, ont également commencé à apparaître sur Terre, de petite taille, avec des corps segmentés et des exosquelettes protecteurs qui limitaient la perte d'eau. Leur sortie de la mer ne fut pas une migration massive, mais s'est produite par de brèves incursions, peut être pour échapper aux prédateurs, chercher de la nourriture ou pondre des œufs. L'un des tournants les plus importants du Silurien fut l'apparition et la diversification des poissons à mâchoires. Un exemple marquant est Megamastax, apparu il y a environ 423 millions d'années et doté de mâchoires suffisamment puissantes pour broyer des coquilles dures. Le Silurien est ainsi devenu une période où deux mondes parallèles ont pris forme. Les océans sont devenus de plus en plus dangereux et compétitifs, tandis que la Terre a lentement émergé comme un territoire prometteur moins de prédateurs, d'immenses ressources inexploitées, mais accompagnées de défis physiologiques considérables. Des conditions se sont mises en place, permettant à la Terre de respirer, à la formation des cycles terrestres du carbone et de l'oxygène et au renforcement des liens entre les biosphères marines et continentales. À mesure que le Silurien touchait à sa fin, une nouvelle ère approchait la période dévonienne lorsque la vie ne se contenterait plus de poser le pied sur Terre, mais commencerait à la façonner avec des forêts, des poissons géants et des organismes capables de se déplacer entre deux mondes. Entre environ 419 et 359 millions d'années, le Dévonien est souvent appelé l'âge des poissons,
car les poissons ont fini par dominer totalement les océans. Les poissons à mâchoire ont connu une explosion en nombre et en diversité, occupant chaque couche de la colonne d'eau, des mers peu profondes aux zones plus profondes. Les océans du Dévonien n'étaient plus des espaces ouverts relativement stables, mais des arènes de compétition impitoyables où la taille, la vitesse et la puissance déterminaient la survie. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouvait Dunkleosteus, l'un des prédateurs les plus redoutables ayant jamais existé. Atteignant une longueur estimée de 6 à 8 mètres, Dunkleosteus ne possédait pas de dents au sens conventionnel, mais des plaques osseuses tranchantes qui se refermaient avec une force de morsure d'environ 6000 newtons suffisante pour broyer la plupart des organismes contemporains. À ses côtés, les requins anciens tels que Clados lâche représentaient une voie évolutive très différente, léger, rapide et agile. Sans armure lourde ni taille gigantesque, Clados lâche possédait un corps fuselé qui lui permettait de poursuivre ses proies sur de longues distances. Alors que les océans devenaient de plus en plus dangereux, la vie sur Terre a subi une transformation profonde. Le Dévonien fut la période où les premières forêts sont apparues. Les plantes n'étaient plus limitées à de petites formes basses accrochées au sol. Pour la première fois, des arbres ont développé de véritables racines, des troncs ligneux et des feuilles, s'élevant pour rivaliser pour la lumière. Ces premières forêts ont profondément remodelé la surface de la Terre. Les racines ont stabilisé les sols et réduit l'érosion, formant des couches riches en nutriments. La photosynthèse à grande échelle a augmenté l'oxygène atmosphérique et le cycle global du carbone a été restructuré à l'échelle planétaire. L'apparition des forêts a également déclenché une conséquence indirecte mais révolutionnaire. Les environnements terrestres sont devenus suffisamment stables pendant suffisamment longtemps pour permettre aux animaux de s'y adapter de manière permanente. Les arthropodes terrestres se sont diversifiés, tandis qu'une branche évolutive remarquable dans les océans a commencé à expérimenter quelque chose d'inédit, relier les mondes de l'eau et de la terre. Il y a environ 375 millions d'années, une créature appelée Tiktaalik rosée est apparue dans des environnements marécageux peu profonds. Elle possédait des branchies, mais aussi des poumons primitifs. Des nageoires, mais avec des structures osseuses internes ressemblant à des membres, suffisamment solides pour soutenir son corps contre le fond, et surtout un cou flexible permettant à sa tête de bouger indépendamment de son torse. Tiktaalik a montré que le plan corporel des vertébrés était prêt pour cette transition. Le Dévonien apparaît ainsi comme une époque de basculement des équilibres. Lorsque le Dévonien a pris fin, la Terre était prête à entrer dans une nouvelle ère, la période carbonifère, lorsque les niveaux d'oxygène allaient augmenter fortement, que des forêts marécageuses recouvriraient les continents et que la planète entrerait dans un monde véritablement gigantesque. Entre environ 359 et 299 millions d'années, durant la période carbonifère,
Les niveaux d'oxygène atmosphérique ont atteint environ 30 à 35%, contre environ 20 et 1% aujourd'hui. Lorsque l'oxygène a dépassé les seuils habituels, les limites biologiques qui contraignaient normalement la taille et la structure des organismes ont commencé à s'assouplir. La source de cet énorme excès d'oxygène se trouvait dans les forêts marécageuses du Carbonifère. À cette époque, les continents étaient fragmentés par des mers peu profondes et de vastes basses terres sous un climat chaud et constamment humide. Des forêts denses de fougères géantes, de lycophytes et d'arbres ligneux primitifs recouvraient la surface. Lorsque ces plantes mouraient, leurs restes tombaient dans des marécages pauvres en oxygène où ils ne se décomposaient pas complètement, piégeant le carbone dans les sédiments. Au fil de dizaines de millions d'années, ce processus a formé les gisements de charbon que les humains exploitent encore aujourd'hui. Un air riche en oxygène rendait les incendies de forêt plus probables, mais permettait également à la vie terrestre d'atteindre des tailles étonnantes. Les insectes géants sont devenus les symboles les plus marquants de cette époque. Meganeura, un ancien parent des libellules modernes, possédait une envergure pouvant atteindre environ 70 cm. Avec un système respiratoire trachéen fortement dépendant des niveaux d'oxygène ambiant, Meganeura ne pouvait atteindre une telle taille que dans un monde riche en oxygène comme celui du Carbonifère. Sous la canopée humide des forêts, Arthropleura rampait sur le sol forestier, atteignant des longueurs de plus de 2,5 mètres, bien que non prédateur. Arthropleura démontrait néanmoins que l'amélioration de l'efficacité respiratoire suffisait à pousser la vie bien au-delà des normes modernes. Tandis que les insectes dominaient les écosystèmes terrestres, les vertébrés ont subi une transformation plus discrète, mais décisive. Les amphibiens ont continué à se diversifier, restant dépendants d'environnements humides pour leur reproduction, puis une innovation petite mais révolutionnaire est apparue. Hylonomus, considéré comme le premier véritable reptile, est apparu à la fin du Carbonifère. Il n'était ni grand ni redoutable, mais il portait une invention biologique d'une importance historique, l'œuf amniotique. Cet œuf possédait des membranes protectrices et une coquille permettant aux embryons de se développer entièrement sur Terre sans avoir besoin d'eau pour la reproduction. Cela a marqué le moment où les vertébrés ont finalement rompu leur dernière dépendance biologique aux océans. À mesure que le Carbonifère touchait à sa fin, la Terre est entrée dans une ère bien plus rude, la période permienne. Au cœur de chaque transformation se trouvait la Pangée, le vaste supercontinent formé lorsque les plaques continentales sont entrées en collision et ont fusionné. La Pangée n'était pas seulement une structure géologique, elle fonctionnait comme un moteur climatique. À mesure que les masses terrestres se sont unies en un seul bloc, les côtes ont diminué et de vastes régions intérieures se sont retrouvées loin des océans, les régulateurs thermiques naturels de la planète. Le résultat fut un monde aride, balayé par les vents, avec des variations extrêmes de température, des étés brûlants et des hivers mordants.
Les pluies rares ne soutenaient plus les forêts marécageuses, mais seulement une végétation tolérante à la sécheresse. Dans ce contexte, les niveaux d'oxygène atmosphérique ont progressivement diminué par rapport au Carbonifère, entraînant la disparition des organismes géants dépendants de fortes concentrations d'oxygène. La vie végétale s'est orientée vers des formes résistantes à la sécheresse, avec des feuilles en forme d'aiguille, des cuticules épaisses et des cycles de croissance économes en énergie. Cette transition a ouvert la voie aux reptiles et aux synapsides des groupes animaux ayant rompu leur dépendance à l'eau pour la reproduction. Parmi eux, Dimétrodon est devenu une figure emblématique du Permien inférieur, mesurant environ 4 à 5 mètres de long et arborant sa voile dorsale caractéristique. Dimétrodon n'était pas un dinosaure, mais un synapside appartenant à la lignée évolutive menant aux mammifères. À mesure que le Permien avançait, des prédateurs tels que les gorgonopsiens, armés de longues canines en forme de sabre, ont atteint le sommet de la chaîne alimentaire, reflétant un monde où la vitesse et la force de morsure déterminaient la survie. À leur côté, des herbivores comme Dicynodon et Mochops ont développé différentes stratégies, des corps robustes, des métabolismes économes en énergie et des formes précoces de comportement social pour faire face à des environnements pauvres en ressources. Sous les océans, les variations du niveau de la mer et les changements de circulation liés à la configuration du supercontinent ont provoqué une désoxygénation localisée et étendue. La vie marine a persisté, mais dans un état fragile, fortement dépendant de la stabilité environnementale. Ce stress prolongé a agi comme un filtre évolutif, éliminant les stratégies à court terme et préservant les lignées capables d'une adaptation à long terme. Ceux qui ont survécu au Permien n'étaient pas les plus forts ni les plus grands, mais les plus flexibles des organismes prêts à évoluer au rythme des transformations du monde. Et lorsque ces fractures sous-jacentes ont été déclenchées, la Terre s'est dirigée vers le moment le plus sombre de l'histoire de la vie, l'extinction de masse du Permien. Il y a environ 252 millions d'années, la Terre est entrée dans une longue chaîne d'événements qui a anéanti environ 90 à 86% de la vie marine et près de 70% des espèces terrestres. Sur des centaines de milliers à des millions d'années, ces éruptions ont libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère. Il ne s'agissait pas d'explosions brèves, mais de coulées de lave continues couvrant des millions de kilomètres carrés, modifiant le climat d'une manière que rien ne pouvait arrêter. Les températures globales ont commencé à augmenter fortement. Les estimations suggèrent que l'augmentation a pu atteindre 5 à 10 degrés Celsius, suffisamment pour briser chaque équilibre écologique déjà fragile à la fin du Permien. Les environnements terrestres sont devenus encore plus secs et les écosystèmes adaptés à la sécheresse ont fini par manquer de refuge, mais la véritable catastrophe s'est déroulée dans les océans berceaux de la vie depuis plus de 3 milliards d'années. Les organismes à coquilles calcaires, colonnes vertébrales des écosystèmes marins, ne pouvaient plus construire ni maintenir leur structure protectrice.
Dans le même temps, le réchauffement a modifié la circulation océanique, entraînant une désoxygénation sévère de nombreuses régions d'eau profonde. Les océans ont commencé à suffoquer, perdant leur capacité à échanger des gaz. Pire encore, dans des conditions pauvres en oxygène, des bactéries anaérobies ont proliféré, produisant du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique. Des impulsions de H2S ont pu atteindre les eaux de surface et même s'échapper dans l'atmosphère, créant des mers mortes qui ont duré des milliers d'années. Sur Terre, la hausse des températures, les sécheresses prolongées et l'effondrement des forêts ont dévasté les écosystèmes. Les synapsides qui dominaient autrefois le Permien, même ceux bien adaptés aux conditions sèches, n'ont pas pu résister au rythme du changement. Lorsque les changements environnementaux dépassent la capacité d'adaptation génétique, l'extinction devient inévitable. Pourquoi la vie n'a-t-elle pas totalement disparu? La réponse réside dans l'extraordinaire résilience des formes de vie simples et flexibles. Certains petits synapsides, des reptiles primitifs et des organismes marins très tolérants ont franchi la limite entre survie et anéantissement. À partir de ce souvenir de dévastation, les survivants ont posé les bases de l'ère suivante, une époque où les dinosaures émergeraient, et bien plus tard, les humains. Parmi les premiers prédateurs connus, Anomalocaris est apparu comme un symbole de cette transformation. D'une longueur d'environ 50 cm, dans les océans du Cambrien, c'était une véritable machine de chasse. Ses deux grands yeux composés, constitués de milliers de lentilles, lui permettaient de détecter les mouvements avec une précision remarquable. À l'avant se trouvaient des appendices préhensiles flexibles capables de saisir et de retenir les proies. Sa bouche circulaire, composée de plaques dures en forme d'anneau, était suffisamment puissante pour broyer les trilobites des créatures blindées, autrefois considérées comme sûres. Lorsque Anomalocaris est apparu, les premières véritables chaînes alimentaires se sont établies. Les organismes ont commencé à développer des coquilles plus épaisses, des épines plus acérées, ou ont appris à s'enfouir sous les sédiments. D'autres ont évolué pour se déplacer plus rapidement, parallèlement à ces prédateurs évidents. Le Cambrien a également produit de nombreuses créatures dont les formes défient l'intuition moderne. Hallucigenia, par exemple, a dérouté les scientifiques pendant des décennies. Les premières reconstitutions fossiles plaçaient ses épines acérées vers le bas, avec ses pattes molles pointant vers le haut. Wiwaxia est un autre exemple d'adaptation dans ce monde à haut risque. Son corps mou et de forme ovale était couvert d'écailles et d'épines protectrices. Wiwaxia n'était pas un prédateur, mais son existence révèle une stratégie de survie différente, se rendre difficile à avaler. Pendant ce temps, Picaia, un petit organisme avec un plan corporel, simple ressemblant à une notocorde, précurseur de la colonne vertébrale. Dans un monde dominé par les prédateurs, un mouvement coordonné et une réponse rapide pouvaient être des avantages vitaux et Picaia pourrait représenter une voie évolutive bien plus durable
que ne le suggère son apparence modeste. Tous les prédateurs du Cambrien ne reposaient pas sur la vitesse ou la force brute. Omnidens, atteignant jusqu'à 1,5 m de longueur, est considéré comme un prédateur à l'affût. Au lieu de poursuivre ses proies, il se cachait probablement sous les sédiments du fond marin dans les mers anciennes de ce qui est aujourd'hui l'Asie, attendant de frapper lorsque la proie s'approchait. Plus important encore était l'impact en cascade de la prédation sur des écosystèmes entiers. Lorsque les prédateurs sont apparus, les proies ont changé. Lorsque les proies ont changé, les prédateurs ont été contraints de s'adapter à leur tour, marquant le début d'une course évolutive sans fin. L'ère paléozoïque s'est achevée, mettant fin à un voyage tumultueux de plus de 290 millions d'années qui a posé les bases fondamentales de l'histoire de la Terre. Ce fut le chapitre d'ouverture de la vie complexe, lorsque les océans n'étaient plus le seul refuge, mais devinrent le berceau qui a donné naissance aux premières structures biologiques. De l'explosion de la vie invertébrée sur les fonds marins profonds au moment historique où les plantes et les animaux ont fait leurs premiers pas sur la terre ferme, chaque avancée évolutive fut une préparation minutieuse pour l'avenir de la planète. La vie a été mise à l'épreuve à maintes reprises par de violents bouleversements géologiques, des changements climatiques extrêmes et des extinctions massives dévastatrices. Bien avant l'émergence des géants du Mésozoïque, le Paléozoïque a discrètement perfectionné des écosystèmes complexes, établi des réseaux trophiques et inscrit le plan génétique fondamental du monde naturel moderne. L'ère paléozoïque rappelle que la vie sur cette planète n'existe pas par hasard. Elle est le résultat d'une lutte incessante, un héritage de résilience biologique commencé des centaines de millions d'années, avant que l'humanité n'apprenne à lever les yeux vers les étoiles.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.